Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bonsoir à tous, bienvenue sur Bar Transversal. Je suis comme toujours accompagné de Nelson et Nathan. Comment ça va les gars ? Bah ça va et vous ? Bah écoute, ça va, on a passé un bon week-end foot, il y a eu des bons matchs, on s'est régalé, donc voilà. Et donc on va faire un petit peu comme la semaine dernière, on va parler des 5 grands championnats. Nathan va nous parler de la CAN. Et cette fois-ci c'est Nelson qui nous a préparé un petit quiz en fin d'émission. Et on commence par la Ligue 1. Lyon-Saint-Etienne, c'était un derby bien ennuyant. Les Lyonnais ont quand même réussi à s'imposer 1-0 sur un penalty de Dembélé. Lyon reste toujours dans le ventre mou du championnat, tandis que Saint-Etienne s'installe confortablement à la dernière place. Brest-Lille, Brest est imposé 2-0 à domicile. Les deux équipes sont respectivement à la 10e et à la 13e place. Metz-Nice, sans surprise, les Aiglons sont allés défaire les Messins 2-0 sur leur pelouse. Cette victoire leur permet de conserver la deuxième place et de compter 2 points d'avance sur son adversaire direct, Marseille. Angers 3, tout s'est joué en première mi-temps. C'est 3 qui montre son efficacité en tout début de rencontre sur un but de Dominguez, qui inscrit d'ailleurs son premier but. Mais 3 va craquer, il va concéder 2 pénaltys en 10 minutes. Mangani va tromper 2 fois le gardien troyen Gauthier Gallon, puisqu'il tire les 2 pénaltys au milieu en force. Le SCO se retrouve donc à la 12e place, tandis que 3 n'est qu'à la 16e place avec 20 points. Pas très loin du barragiste, Metz avec 19 points. Clermont-Rennes contre toute attente. Rennes s'est fait surprendre par les Clermontois, puisque le promu de Ligue 2 s'est imposé 2-1 à domicile. Une victoire qui permet aux hommes de Pascal Gastien de sortir de la zone de relégation. Mais cette défaite n'arrange pas forcément les Rennais, actuellement 5e, à un petit point de Strasbourg et à égalité avec Montpellier. PSG Reims, sans surprise, encore une fois, Paris a mis une fessée à Reims, 4-0. Nantes-Lorient, encore une défaite des Merlus. Nantes s'est imposé 4-2. Fabien Lemoine a fait part de son mécontentement au micro d'Amazon. Et Moi, ce que je sais, c'est qu'on a encore pris 4 buts et que la Ligue 1, c'est un autre level. C'est un autre niveau. Et aujourd'hui voilà. Faut voir ce qu'on fait. Il y a des choses intéressantes. On arrive à revenir à 2-1, on y croit. On arrive à revenir à 3-2, on y croit. Mais bon, à un moment donné, on donne le bâton pour se faire battre. On peut pas durer comme ça, c'est impossible. Non, mais à un moment donné, retenir tout le temps que du positif, c'est bien gentil, mais bon, il faut que le négatif, faut qu'on le comble aussi. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors on retient du positif de la deuxième mi-temps contre Lille, mais Lille était à 50% en deuxième période. Là, on retient le positif de ne pas avoir lâché, d'avoir essayé d'amener du danger. Ouais, mais il y a un moment donné, c'est pas assez. Et à un moment donné, il faut pointer nos carences, et aujourd'hui, on en a trop pour exister en championnat. Bon, vous avez bien compris qu'il reste 3 matchs et c'est ce qu'on va débriefer. Alors on commence par Lens-Marseille, agréablement surpris de cette victoire marseillaise 2-0 sur un penalty de Payet et le premier but de Bakambu. Moi Lens c'était une équipe qui me faisait peur, j'avais clairement peur de ce déplacement. Mais franchement, on n'a pas bronché et on allait chercher les 3 points. Marseille a joué son jeu. C'est 5 victoires consécutives à l'extérieur et sans prendre de but. La faute qu'amène au penalty, j'ai encore regardé les images. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je trouve pas que Medina touche Guendouzi. Non, il le touche un petit peu, mais bon, si ça siffle pas, moi ça m'étonne pas, mais il y a un léger contact, donc penalty pas choquant non plus. Ok. Et pour finir, Bakambu, ce bon vieux Cédric qui marque dans le dernier quart d'heure. Je m'attends à rien avec lui parce que j'ai trop l'habitude avec Marseille. T'as Germain qui est arrivé, il a inscrit triplé et après que dalle. Balotelli c'était pareil, que dalle après. Milik qui marque dans des matchs importants et après encore que dalle. Donc Bakambu a marqué, c'est cool, mais je m'attends à rien de lui. Je sais pas ce qu'il peut devenir après. S'il fait du bien à l'OM, c'est tout bénef. Et par contre, le but qu'il a mis, ça me fait énormément penser au premier but de Beneteau contre Saint-Etienne il y a 2 ans, avec une petite passe en Madjer, et après ça finit. C'était Sanson qui avait fait la passe décisive. Vous avez pensé du match, les gars ? Pour revenir déjà sur la victoire de Marseille, c'est une victoire, on va dire, fondamentale pour le groupe, parce qu'il y a quelques saisons, des matchs comme ça en déplacement, tu les aurais pas gagnés. Donc franchement, puis Marseille c'est la meilleure défense de Ligue 1 et ça a très bien joué franchement de la première à la dernière minute. Il n'y a pas eu beaucoup de temps faible de la part des Marseillais. Après Bakambu qui rentre et qui marque, on va peut-être dire que c'est l'euphorie de son nouveau transfert.
Est-ce que ça va durer dans le temps? Je l'espère pour Marseille, j'espère pour lui. Après, on verra bien. Mais ce qui peut faire déjouer les autres adversaires, c'est que c'est un profil complètement différent de Milik. Milik, c'est un mec qui joue point de basse, voilà, qui va dévier des ballons. Bakambu, c'est la profondeur, on l'a vu. Premier ballon, bon, il n'est pas allé au bout, mais c'était direct une profondeur. Deuxième ballon, ça fait but. Donc, est-ce que ça va durer dans le temps? Je l'espère. Mais c'est vrai que c'est 3 points hyper importants pour Marseille, surtout à l'extérieur, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Nice fait son petit bonhomme de chemin. Et ça va être une lutte très 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 rude jusqu'à la fin du championnat entre ces deux équipes. Donc ce match hyper important. Ouais, après Lens a vraiment beaucoup déjoué. J'ai limite l'impression qu'ils ont perdu le match tout seuls parce qu'en première mi-temps, ils mettent en place un bloc bas, ils attendent Marseille. Et ça va complètement à l'encontre de tous les principes de jeu que installe Franquès depuis qu'il est à la tête de Lens. Frankowski et Jonathan Klaus sur les côtés, on les a absolument pas vus. Que ce soit offensivement, ils ont été invisibles. Et donc leur première mi-temps leur coûte beaucoup parce que derrière, ils sont clairement pas joués en première mi-temps, ils ont pas fait le jeu que Lens doit jouer. Farignez est fautif pour moi sur le deuxième but de Bakambu parce qu'un but comme ça, premier poteau, tu dois pas le prendre. Malgré tout, il a fait quand même un bon match et ça reste un bon gardien, mais ça arrive, mais voilà, c'est dommage. Maintenant, Bakambu peut amener ce qui manque à Marseille, c'est-à-dire de la verticalité et de la profondeur dans le jeu. C'est un attaquant qui va aller chercher les espaces dans le dos des défenses, donc ça peut être un bon profil pour Marseille parce que Marseille manque cruellement de verticalité dans son jeu. Ils battent tous leurs records de possession à chaque match et tu sens que parfois c'est un peu stérile quand même. Ça manque un peu de verticalité et j'aimerais bien les voir contre une équipe qui instaure un gros pressing, qui instaure un gros contre-pressing à la perte de balle, etc. pour savoir comment ils arrivent à trouver cette verticalité pour justement s'en sortir dans des phases de jeu compliquées. Ça sera pas le cas sur les prochains matchs parce qu'il y aura Angers, parce qu'il y aura pas Angers, je sais plus si c'est pas Angers ou Reims, mais après il y aura des adversaires pour le maintien, ce sera Troyes, Clermont et Metz. Bakambu c'est le buteur marseillais le plus rapide en 2 minutes 38, il a marqué depuis Strootman en 2020, donc on espère qu'il a un meilleur avenir que Strootman à Marseille pour il a réussi à avoir un record à Marseille lui. Oui, c'est ça. Et maintenant voilà, faut peut-être pas trop en attendre de Bakambu parce que on sait que les derniers attaquants marseillais qui ont claqué dès les premières minutes, ça a été flop. On espère pour lui que ça va pas être la même sauce, mais en tout cas, il a un profil intéressant et un profil différent des autres attaquants de Marseille, donc à voir pour la suite. Après, moi, je voulais juste revenir. Comme l'a dit Franck, c'est hyper compliqué de jouer contre un Marseille comme ça, quand même. Il a dit, ils ont peut-être déjoué leur match tout seul, comme l'a dit Nathan, parce qu'on joue en bloc bas, mais déjà, ils ont, je crois, 2 occasions en première mi-temps qui loupent totalement. Donc, Sotoka qui bute sur Paul Lopez et Wesley Saïd qui cadre pas du tout. Déjà, je pense qu'il les a sortis du match. Parce que s'il marque sur ça, déjà, c'est plus du tout le même match, c'est totalement relancé. Mais en tant qu'amateur de foot, c'est vrai que voir Marseille à ce niveau-là, c'est vrai que ça va être compliqué de les jouer en face parce que c'est l'un de leurs meilleurs matchs, mais c'est pas que sur cette saison, sur plusieurs années. Donc franchement, une victoire logique de Marseille et bon, là il n'y a pas trop grand-chose à dire, mais bon, pour Lens, je m'inquiète pas plus que ça, quoi. Ils sont quand même pas dans la meilleure passe de leur vie, même s'ils sortent de 2 victoires contre Rennes et contre Saint-Etienne, ils sont sur 2 victoires en 5 matchs. Ils sont tombés bien bas à la fin de l'année 2021. On rappelle qu'il y a un moment, ils étaient quand même 2e du championnat. Ouais, c'est vrai, donc bon, on sait que l'objectif de Lens, c'est pas jouer l'Europe. Ça se construit petit à petit. C'est toujours agréable à voir jouer. Maintenant, je pense que pour la fin de saison, ils sont assez tranquilles du côté... L'Europe est pas finie. Ils peuvent encore aller chercher une place parce que c'est tellement serré dans ce championnat qu'on peut gagner 3 places en gagnant un match. Mais il va falloir peut-être essayer de relancer une dynamique positive. Ils avaient réussi après leur succès contre Saint-Etienne la semaine dernière. Mais encore une fois, il faut voir le contexte du succès contre Saint-Etienne. À 75e, tu perds 1-0 et si t'as pas Seko Fofana, c'est vrai que c'est décevant parce qu'ils nous ont habitués à beaucoup mieux, quoi. Donc forcément, on est devenu hyper exigeant avec Lens, en vrai. Mais après, dans ce championnat, Lens, c'est vraiment à l'image de la Ligue 1, c'est qu'il n'y a pas de régularité. Mais c'est comme ça pour beaucoup d'équipes de Ligue 1, donc ça nous offre une belle saison, moi. C'est vrai. Bon, merci les gars. Maintenant, place au match Montpellier-Monaco. Ce week-end, Montpellier s'est imposé 3-2 face à Monaco au terme d'un match de dingue. Dès le premier quart d'heure, Montpellier ouvre le score sur un but d'Eli Wahi. Les Montpelliérains doubleront le score sur un but de Mavidi à la 32e. Mais les Monégasques réagissent et marquent à la 34e sur une tête de Ben Yedder. Et dans les 10 dernières minutes du match, Vanderson égalisera et enregistrera son premier but avec l'ASM.
Mais c'est pas fini. Le MHSC n'a pas dit son dernier mot. Il ne veut pas finir le match en se partageant les points. Koza récupère le ballon et commence une percée dans la moitié de terrain monégasque. Il décale le ballon sur Mavididi qui allume le premier poteau en pleine lucarne à la 91e minute. Doublé et victoire Montpellier-Rennes. C'est le 8e but de la saison pour l'anglais. Montpellier se relance et se place à la 6e place, juste devant Monaco, justement. Et je vous laisse d'ailleurs avec la réaction de Nicolas Koza au micro de MHSC TV. J'en fais souvent à l'entraînement, mes coéquipiers me disent souvent de lâcher le ballon et bon, je l'ai lâché au bon moment, j'ai fait une belle passe D pour Stéphie, donc non, je suis content. Ça n'a pas été simple, on a fait une semaine à 3 matchs où on a perdu les 2 premiers, il fallait vraiment se rattraper sur ce match-là. C'est chose faite, donc tant mieux, et puis on peut savourer la victoire. La deuxième mi-temps était plus compliquée, après comme j'ai dit c'était une semaine à 3 matchs, donc on a peut-être levé un peu le pied physiquement, donc voilà, ça a été compliqué en deuxième mi-temps, mais on a bien su se reprendre quand même. Nelson, tu penses quoi de cette performance Montpellier-Rennes ? Déjà très belle réaction parce que être mené 2-0 chez soi, se faire remonter à 2-2, il y a beaucoup d'équipes qui auraient peut-être perdu le match. Donc c'est une belle réaction. Ça peut être une victoire encourageante parce que c'est des adversaires directs en termes de points, en termes de classement. Peut-être qu'en fin de saison, pour une éventuelle place à la course européenne, ça pourra faire la différence. Mais cette victoire leur fait du bien, je pense. Et pour Monaco, du coup, c'est compliqué quand tu reviens, tu perds 2-0, tu reviens 2-2, tu prends un but à la 90e. Je pense que le retour, on a dû entendre les mouches voler. Donc bon, après, c'est pas alarmant, mais bon, c'est vrai qu'en termes de spectacle, ça nous a fait plaisir derrière l'écran, quoi. Merci Nelson. Maintenant, le dernier match, le meilleur pour la fin, c'est pour toi Nathan, Bordeaux-Strasbourg. Bah écoute, on a enfin gagné un match. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Face à un Strasbourg qui fait sa meilleure saison, qui a son meilleur total de points depuis la saison 78-79, son année de titre. Donc on les remercie d'être passés complètement à côté de leur première mi-temps. On va remercier Wang Wijou aussi qui nous met un triplé miraculeux avec un deuxième but qui est sublime. Non mais ça fait plaisir parce qu'il y a eu du caractère et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors il y a quand même des points négatifs dans ce Bordeaux-là, mais juste pour parler vite fait de Strasbourg, bon, il reste 4ème quand même du championnat. Ils ont eu le match cette semaine, donc je pense que ça a un peu pesé dans les jambes. Voilà, il y a Gamero qui a encore marqué doublé. Donc je trouve qu'il fait un bon retour en Ligue 1, Kevin Gamero. C'est son 8ème but de la saison. Ça fait 3 matchs d'affilée qu'il marque. Ça lui était plus arrivé depuis 2016. Donc la doublette à jour Gamero fonctionne plutôt pas mal à Strasbourg. Maintenant, voilà, ils sont passés à côté de leur première mi-temps. Ils ont eu des petites boulettes défensives au niveau du placement qui leur a coûté les 3 buts bordelais. Mais côté Bordeaux, enfin on gagne. Ça a sauvé la tête de Petkovic. Donc je pense qu'il peut payer le resto à Wang là pour le coup, parce qu'il lui a sauvé son emploi. 9ème but de la saison pour Wang, 8ème pour Ellis. Oudin qui fait 2 passes D. Donc offensivement ça a marché. Maintenant il y a eu encore ce même problème défensif, quoi. 3 buts encaissés. Même si c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 Strasbourg, t'encaisses 3 buts, tu deviens officiellement la pire défense des 5 grands championnats. Voilà, derrière Greuther Fürth. Donc il y a beaucoup de friabilité. Tu as concédé 18 frappes durant le match, mais on va retenir le positif parce que ça fait enfin une victoire, ça fait 20 points, donc on sort de cette zone rouge, donc ça fait du bien. Maintenant, quand on voit le 3ème but encaissé, il y a quand même du taf défensivement à faire parce que c'est une catastrophe. Mais on va retenir le positif offensif et on va remercier Wang qui, je pense, claquera pas un triplé tous les week-ends. C'est le problème de Bordeaux, c'est qu'on se repose sur des individualités pour créer des exploits et gratter des points. On a le doublé de Brie en contre 1, on a le triplé de Wangla, on a les doublés d'Ellis qui ramènent des points. Mais la doublette Wang-Ellis, ça marche très bien à Bordeaux. 9 buts et 8 buts, donc ça nous sauve clairement la saison parce que Bordeaux, offensivement, ça marche très très bien. Mais bon, le problème, il n'est pas là, on le sait. Et on l'a encore vu ce week-end, c'est qu'offensivement ça marche très très bien, ça claque, et c'est heureusement parce que sinon je pense qu'on serait vraiment au fond du trou. Mais on prend des points, on a fait 40 minutes qui étaient d'un très haut niveau, les 40 premières minutes sur la première mi-temps, et après tu fais 50 minutes où tu te chies dessus littéralement parce que tu prends la réduction du score par Gamero et que défensivement t'es 0, mais bon, ça fait déjà plaisir, on va prendre la victoire, on va prendre les points et puis on verra le déplacement à Reims dans 2 semaines. Mais tu penses pas que ça retarde l'échéance pour Petkovic ? Je pense que ça a évidemment retardé l'échéance. Après, s'il gagne contre Reims, pour moi, il finit la saison. S'il enchaîne les 2 victoires-là, il finira la saison parce que c'est un peu ça. En fait, t'es un peu partagé sur ce week-end parce que t'as une victoire et en même temps, tu te dis il va rester. Mais
Voilà, si ça insuffle une nouvelle dynamique, que le groupe recroit en lui et qu'il arrive à réimposer ses idées et que ça remarche, bah autant y aller. Mais le problème, c'est que c'est 6 millions d'euros pour licencier Petkovic. Donc si tu le licencies dans 2 semaines, le mercato hivernal il est passé. Donc tu mets un nouveau coach pour 15 journées avec le même groupe. C'est le problème de ça. Je pense qu'ils attendaient, Gérard Lopez attendait le résultat de Strasbourg, savoir s'il est licencié ou non et que faire du mercato, parce qu'il reste quelques jours et Bordeaux n'a pas bougé sur ce mercato. Donc il va falloir se renforcer défensivement. Pour ça, il faut qu'il y ait des départs. Il y a Mecher qui doit partir en Turquie, il a refusé d'être prêté, il veut un transfert sec, donc ça va négocier. Kalou, il a toujours son permis de travailler pour l'Angleterre et Watford. Et après, derrière, c'est compliqué. Donc Petkovic est un sursis d'un match. Maintenant, s'il gagne contre Reims, pour moi, je pense qu'il finit la saison. Mais c'est un contexte particulier quand même, Bordeaux, hein, parce que tu fais jouer ton deuxième gardien, Poussin, qui a 2 matchs de Ligue 1 dans les jambes. T'es pas très rassuré, t'accueilles Strasbourg, 4ème de Ligue 1, 2e meilleure attaque. Avant le coup d'envoi, tu dis ce match il pue quand même. C'est pas un match pour se relancer. Hein. Après, Poussin nous a pas montré des matchs dégueulasses. Non, les matchs qu'il a fait, notamment en Coupe de France, quand il a joué et tout, etc. C'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien. Et tous les gens qui l'ont entraîné, qui l'ont eu comme gardien de but, disent que du positif de sa part. Et le fait que Benoît Costil soit blessé 3 mois à cause de son mollet, ça va lui permettre de se montrer et de gratter l'expérience en Ligue 1. Derrière, t'as David Rouillard au cas où Poussin soit pas performant, et on l'a vu en Coupe de France contre Brest. Rouillard, pour son premier match professionnel, il a été largement au niveau. Donc côté gardien de but, je pense que Bordeaux n'a pas à se soucier. C'est peut-être le seul poste où avec les 2 attaquants on n'a pas à se soucier. Par contre, il va falloir recruter des latéraux parce que Pembele il prend l'eau, Mangas il prend l'eau défensivement. Au milieu de terrain, il y avait 3 milieux de terrain convoqués ce week-end sur le groupe. 3 milieux de terrain, parce que t'as Lacou sera suspendu à Reims, Sissoko était suspendu, Onana est à la CAN, Otavio est écarté du groupe. Il reste Fran Sergio qui a encore fait un match horrible et Adli. Voilà, donc le milieu de terrain bordelais, il va falloir trouver quand même un 6 parce que ça va devenir urgent game. On va les postuler, je pense. Ouais. Non, mais du coup, pour revenir sur le match, voilà. Mais franchement, première mi-temps, Bordeaux, ils m'ont impressionné. Ils mettent 3-0 comme ça, et c'est pas des buts dégueulasses, c'est construit. Le premier but, il est construit. Wang qui met une superbe frappe en roulé pied gauche, tu te dis, mais d'où il sort ça? Bon, après, c'est un des meilleurs buteurs hors surface, à mon avis, d'Europe, parce qu'il adore faire ces frappes-là. Et il en met un paquet par saison. Et puis, comme tu as dit, Nathan, Bordeaux est trop dépendant de ses attaquants, en fait. Parce que hormis ça, t'as pas de. Je pense que la claque à Rennes, elle a servi, je pense. Parce que là, tu prends pas la claque à Rennes, à mon avis, je pense qu'il gagne pas ce week-end. Parce que sais pas. Adli, il a dit qu'il avait vu vraiment du caractère et un changement. Ce serait quand même abusé de se remettre en question parce que tu prends une branlée, mais à côté, tu perds je sais pas combien de matchs. Ouais, mais je pense quand même remis en question bien avant. Oui, mais je pense qu'ils avaient besoin de ça aussi, je pense. Honnêtement, je pense parce qu'ils perdaient, mais ça jouait à pas grand-chose, ou alors quelques erreurs. Là, d'en prendre 6 à l'extérieur, tu te fais humilier. Je pense que là, t'arrives le lundi à l'entraînement, t'as envie de gagner ton prochain match, quoi. Et je pense qu'après Strasbourg a déjoué aussi, tu vois. Parce que Strasbourg, s'ils avaient vraiment fait le meilleur match de leur saison, Bordeaux, ils auraient pas vu le jour. Ils veulent aller, hein. Ouais, il y a eu 5-1 pour Strasbourg, aller, hein, donc... Après, je pense que là, c'est vraiment le match de l'espoir. Ça peut être le match référence, le match qui te fait changer l'état d'esprit. Après, le problème, c'est que tu as la deuxième mi-temps qui est catastrophique, mais au moins, on a vu du spectacle. Il y a eu 7 buts, juste dans le match. Il y a eu 35 buts marqués dans cette journée de Ligue 1, ce qui est la journée la plus prolifique depuis le début du championnat. Donc voilà, c'était pour les amoureux du football, on a eu un match avec des buts au moins. Mais tu vois, moi je pense, tu prends pas la claque à Rennes, tu gagnes 3-0, tu te fais remonter à 3-2. D'habitude, Bordeaux perd 4-3 le match. Je t'assure que à tous les coups, Bordeaux perd 4-3 le match dans un contexte autre. Ils savent pas gagner en menant au score. Et puis, Yacine Adli l'a dit pendant le toss du début du match, il a choisi le côté pour avoir la banderole qu'avaient affiché les Ultramarines face à lui, qui était: vous étiez l'équipe que vous avez perdu contre Marseille, ne soyez pas celle qui nous envoie en Ligue 2. Donc, est-ce que ça a joué? Je sais pas, mais on sait qu'ils ont une très grosse pression de Gérard Lopez qui a mis une gueulante dans le vestiaire à Rennes, qu'ils ont la pression des supporters qui commencent à en avoir marre des résultats pitoyables. Donc faut se remettre en question, mais ils l'ont fait, ils ont gratté les points, on va prendre ça. Les autres ont, à part Clermont qui a gagné, le reste n'a pas pris de points, donc c'est déjà un point positif. Et tu vas avoir des matchs importants parce que il va te rester une réception de Metz, une réception de Lorient, une réception de Troyes, une réception de Saint-Etienne, et ça va être des matchs que tu vas être dans l'obligation de gagner pour assurer le maintien. Et tu les joues tous à domicile, donc t'as pas d'excuses. C'est enfin un bon week-end pour Bordeaux, quoi. C'est longtemps. Bon, merci les gars, on change maintenant de pays et on part en Espagne.
Espagnol Betis s'est imposé 4-1 sur la pelouse de l'Espagnol et continue donc sur sa lancée des 5 matchs sans défaite. L'éventé Cadix s'est imposé à l'extérieur sur le score de 2-0. Cette victoire leur permet de gratter des points pour tenter de sortir de la zone de relégation. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir pour l'éventé qui sont toujours derniers avec 11 points. Villarreal-Majorque, sans surprise, Villarreal s'est imposé 3-0 contre Majorque. Séville-Celta Vigo, le Celta a tenu en échec Séville puisque les deux équipes se sont partagées les points sur le score de 2-2. Une opération qui n'arrange pas les joueurs de Sens puisqu'il aurait pu espérer ne revenir qu'à un point du Real Madrid. Atlético Valence, ce match a été incroyable. Madrid a fait une remontada alors que les hommes de Simeone étaient menés 2-0. Ils ont tout de même réussi à s'imposer 3-2 dans les derniers instants du match. L'Atlético pointe à la 4e place avec 36 points. Grenade-Osasuna, c'est Osasuna qui s'est imposé à l'extérieur sur le score aussi de 2-0. Les deux équipes restent par contre dans le ventre mou du championnat. Real Sociedad-Retafe, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 0-0. La Sociedad reste à la 6e place. Alaves-Barcelone, c'est le Barça qui s'est imposé difficilement, mais l'a fait puisque c'est Frenkie de Jong qui a marqué le but prolifique à la 87e minute. Et il reste un dernier petit match, c'est Real Madrid-Elche. Mauvaise soirée pour les Madrilènes, notamment pour Cabenueve. Le Real a arraché le match nul dans les derniers instants du match, 2-2 contre Elche. Les hommes de Carlo Ancelotti n'avaient pas trop mal commencé. Ils ont d'ailleurs un pénalty en première mi-temps, mais Benzema le loupe. C'est pas souvent. D'ailleurs, il est sorti sur blessure et en plus d'avoir passé un match de merde, il est rentré et il s'est fait cambrioler. Donc, une très bonne soirée pour Benzema. Pour revenir sur le match, après ce penalty raté, Elche prend l'avantage et marque 2 buts. Modric va réduire l'écart sur le penalty et Militao arrachera le nul sur un centre. C'est un résultat sans conséquence pour la Maison Blanche puisque son adversaire direct Séville a aussi fait match nul. Nelson, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti ? Déjà, pour revenir sur Karim Benzema, c'est le premier penalty de sa carrière qu'il loupe, donc je pense qu'on peut lui excuser, même si voilà. Donc ça peut arriver. Il sort sur blessure, donc vraiment sale soirée à 3 semaines d'un 8e de finale contre le Paris Saint-Germain, donc à surveiller. Ensuite, on peut voir que le Real n'est pas à l'abri. Le Real, c'est totalement un manque de réalisme, parce que quand tu as 23 tirs à 3 et que tu fais match nul, c'est qu'il y a eu un défaut. Après, moi, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a une force collective, parce que tu loupes ton penalty, tu sors ton meilleur joueur, et tu perds, tu pourrais te dire, c'est bon, voilà, il y a d'autres équipes qui auraient craqué, t'as Modric qui se met en buteur, Militao qu'on peut lui donner une cape, parce que c'est le sauveur, là, il t'offre un point. C'est vrai qu'il y a une force collective, mais c'est une petite sonnette d'alerte quand même, parce que tu gagnes pas. Elche, c'est quand même une équipe que tu peux gagner, qui sont largement dans les cordes du Real Madrid, surtout à domicile. Donc c'est pas inquiétant, mais c'est le même discours qu'on a eu en début d'année. C'est des petits matchs comme ça qui permettent de s'inquiéter de la part du Real. Après, on verra bien sur les prochaines semaines, mais c'est vrai que il y a totalement un manque de réalisme pour les Madrilènes. Bon, merci Nelson. Et avant de faire place au championnat anglais, on fait une pause musicale avec Incontrôlable de PLK feat. SCH. Sur un coco, boîte auto, club sur club, yeux plissés. Demain je peux ne pas me réveiller, mais tout ça c'est Dieu qui sait. Je suis fiable comme les billets du guichet. Ça dépend qui c'est. On t'écoute parler, tu remixes les histoires, t'es qu'un bon DJ. Faut débiter pour la vente, bien caché dans la planque. Faut pas que les clients attendent, ça ramène les Schmitz. Et j'emmerde les Schmitz. C'est Nassim qui a fait la prod par Ryan Nestlé. Ça coûte cher d'être pauvre, on achète rien avec des merci. On répare rien avec des pardons. Un pot de maillot qui part du balcon, tout le monde se fait péter, sauf le petit blond. J'ai toujours pas sommeil, c'est ma rhum qui compte l'oseille. La nuit ça passe des bouteilles, et ça te sort les appareils. Incontrôlable, les bleus nous surveillent. La zone est minée, comme la veille. J'fume le bédo, comme si c'était légal. Filtré 3 fois, elle a 2-3 dossiers qui traînent sur des légales. Putain, j'compte sur mon métal, pas sur ma bonne étoile. Parce que personne court plus vite que les bonnes. la match à la créatine. Sur le R comme Baptiste Touta.
Sheraga, Ferragamo, tenue camo, extendo, pas de mano à mano. Beaucoup d'outils pour ta peu de mécano. Bang bang, et je viens que pour les halos. RS, 4 anneaux, full Alcantara, Porsche, Carrera. Fichier client dans la Lebara, X, gang, flow commando para. J'ai toujours pas sommeil, c'est ma rhum qui compte l'oseille. La nuit ça passe des bouteilles, et ça te sort les appareils. Incontrôlable, les bleus nous surveillent. La zone est minée, comme la veille. J'fume le BD, comme si c'était légal. Filtré 3 fois, Elle a 2-3 dossiers qui traînent sur Telegram. putain, J'compte sur mon métal, pas sur ma bonne étoile. Parce que personne court plus vite que les bonnes. incontrôlable, les bleus nous surveillent. La zone est minée, comme la veille. Incontrôlable, les bleus nous surveillent. La zone est minée, comme la veille. Comme si c'était légal. Elle a 2-3 dossiers qui traînent sur Telegram. J'compte sur mon métal, pas sur ma bonne étoile. Parce que personne court plus vite que les bonnes. Incontrôlable, les bleus nous surveillent. La zone est minée, comme la veille. Incontrôlable, les bleus nous surveillent. La zone est minée, comme la veille. C'était Incontrôlable de PLK et SCH. Et si vous nous rejoignez en cours de route, vous êtes sur Barre Transversale, l'émission de foot qui retrace l'actualité de la semaine. D'ailleurs, on passe tout de suite au championnat anglais. Watford, Norwich. Norwich a mis une correctionnelle à Watford, 3-0. Watford, c'est quand même 9 matchs en victoire, dont un nul. Ça commence à piquer. Everton, Aston Villa. Aston s'est imposé, un petit but à 0. Brentford, Wolverhampton. Les Wolves conservent leur 8ème place grâce à une victoire 2-1. Leeds, Newcastle. Newcastle s'est imposé 1-0. Je tiens à souligner que ce match est réuni les deux pires défenses du championnat, avec 43 buts encaissés pour Newcastle et 40 pour Leeds, à égalité avec Watford. Manchester United, West Ham. United a eu chaud puisque les Red Devils se sont imposés 1-0 à la dernière minute du match, à la 90 plus 3, sur un but de Marcus Rashford. Arsenal, Burnley, match nul à l'Emirates Stadium, 0-0. Très mauvais résultat pour les Gunners, puisqu'en cas de victoire, ils auraient chippé la 4ème place à United. Crystal Palace, Liverpool, sans surprise, les hommes de Klopp ont défait Crystal 3-1. Les Reds conservent donc leur 2ème place. Leicester, Brighton, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 1-1. Les deux formations restent dans le ventre mou du championnat. Chelsea-Tottenham, les Blues ont remporté le match sans trop de difficultés contre Tottenham. Les hommes de Tourelle conservent donc la 3ème place. Nathan, est-ce que tu as vu le but de Ziyech ? Ah ben magnifique, hein, le but d'Hakim Ziyech, ça fait plaisir de le voir comme ça. C'est peut-être son meilleur match avec Chelsea. Un match que Chelsea a dominé en haut la main. Tottenham n'a pas vu le jour. Ils se sont fait complètement étouffer. Voilà, c'était ils avaient eu l'occasion de reprendre la 4ème place à West Ham. Tottenham, en plus d'un match de retard, malheureusement ça n'a pas été le cas. C'est la première victoire en 4 matchs pour Chelsea, et donc ça va faire du bien. Ils sont tombés sur un très bon Thiago Silva, qui est le plus vieux buteur depuis, je sais plus si c'est depuis Ryan Giggs, il me semble, un truc comme ça, qui avait marqué à 39 ans, et lui il en a plus de 37, Thiago Silva. Voilà, mais sinon un excellent Hakim Ziyech, un excellent Callum Hudson-Odoi, et donc Chelsea qui gagne logiquement, il n'y a pas photo sur le match. Nelson ? Ouais, c'est un bon match de la part de Ziyech. Enfin, j'ai envie de dire, parce que depuis qu'il est arrivé, il joue un peu en dents de scie. C'est pas le même Ziyech qu'on a connu à l'Ajax. Donc, est-ce que ça va le relancer ? Est-ce qu'il peut prétendre une place de titulaire indiscutable ? Peut-être pas tout de suite. Ouais, peut-être pas tout de suite, mais c'est un bon match surtout. Enfin, tu joues pas le dernier du championnat, quoi. Après, Thiago Silva qui marque, lui, de toute façon, on le connaît, hein, Thiago Silva. Voilà, je vois pas comment les Parisiens ont fait pour le laisser partir, mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais non, une bonne victoire. Tottenham, après, je sais pas trop ce qu'il y a à dire sur eux, franchement. Il y a à boire et à manger là-dedans. T'as des joueurs qui sont censés les porter, comme Harry Kane, qui sont inexistants, des fantômes.
Après, peut-être que ça leur servira de leçon, mais bon, belle victoire de la part de Chelsea. Et on finit par Manchester City, Southampton. Et Southampton qui met fin à la série de victoires des Citizens. C'était 9 victoires consécutives. Ce match nul, il n'impacte pas du tout leur classement, puisque les hommes de Guardiola ont 10 points d'avance sur le second Liverpool. Nathan, tu penses que City fait preuve de suffisance au vu de leur avance dans le championnat? 12 victoires consécutives, donc il y a bien un moment, il fallait que ça s'arrête. Après, je pense que plus l'échéance de la Ligue des Champions va arriver, plus le championnat va passer au plan secondaire, parce que 10 points d'avance, je vois mal Manchester City se faire voir Chelsea ou Liverpool revenir, sachant qu'eux aussi vont avoir la Ligue des Champions à jouer. Peut-être pas de la suffisance, mais c'est comme ça, c'est une fin de série. T'as bien un moment où tu perds ta série de victoires, et ils ont fait l'exploit enfin, pas l'exploit, mais déjà ils ont réussi à ne pas perdre. Et bon, 10 points d'avance, je pense que le titre est quasiment joué en première ligue. Merci Nathan. Maintenant, on change encore de pays et on va du côté de l'Allemagne. Eintracht Francfort Arminia contre toute attente, c'est l'Arminia qui s'est imposé 2-0. Cette victoire leur permet de tout simplement sortir de la zone rouge. Mönchengladbach Union Berlin. Berlin s'est imposé 2-1. Encore une défaite pour le Borussia Mönchengladbach, la 4e consécutive, ça va mal pour les hommes d'Adi Hütter. Bayer Leverkusen Augsbourg, le Bayer a mis une véritable correction à Augsbourg, 5-1, il conserve donc la 3e place. Freiburg Stuttgart, c'était le 5e contre le 17e, victoire facile 2-0 pour Freiburg. Greuther Fürth Mayence, Mayence s'est fait surprendre par le dernier du championnat et a perdu 2-1. Je rappelle que Greuther c'est que 10 points et 52 buts encaissés. Mayence reste donc dans le ventre mou du championnat. Bochum Cologne, match nul au Vonovia Ruhrstadion, 2-2. Ce partage de points n'arrange pas Cologne qui aurait pu être à égalité de points avec le 6e et 7e, Leipzig et Hoffenheim. Leipzig Wolfsburg sans difficulté, les hommes de Tedesco se sont imposés 2-0 et conservent donc la 6e place. Et le Bayern qui s'est imposé aussi très facilement contre le Hertha Berlin 4-1. Ils sont leaders du championnat avec 6 points d'avance sur le dauphin Dortmund. Et pour finir, on a assisté à un très beau match entre Dortmund et Hoffenheim. Le BVB s'est imposé 3-2 à l'extérieur, c'était le 2e contre le 7e. Nelson, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Dortmund ? Déjà pour revenir sur le match, c'était un beau match avec de nombreux buts. Encore un but de Haaland, j'ai l'impression qu'on répète ça tous les week-ends, mais bon, il fait que marquer. 2 passes D pour Malen, donc ça c'est bien. Après, Hoffenheim a quand même dominé. Il y a 16 tirs, 3 cadrés par contre, là, c'est quand même assez... Enfin, c'est pas bon quoi. Ils ont quand même mis la pression à Dortmund. Ouais, après Dortmund c'est 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés, 2 buts, et t'as un but contre ton camp, enfin contre leur camp. Donc ça reste quand même, on va dire... Enfin, si le défenseur, le but contre son camp, si le défenseur il est pas là, c'est un but cadré, enfin c'est un tir cadré. Oui, but, après c'est quand même 2 tirs cadrés quoi, sur 3 buts, donc l'efficacité et le réalisme devant, il n'y en a pas. Après c'est une victoire qui peut faire du bien, dans un contexte comme ça, à l'extérieur. Bon, c'est pas non plus... une très grosse victoire, on va dire ça comme ça, mais ça fait du bien et on va dire ça comme ça, le plus important c'est les 3 points quoi. Nathan, on sent qu'il y a quelques difficultés quand même à Dortmund. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour qu'il soit inarrêtable ? Peut-être pas inarrêtable, mais bon, il y a très bon. Des gros problèmes à Dortmund et j'ai l'impression que c'est un peu l'image du match contre Francfort. C'est qu'ils gagnent vraiment sur le fil. Tu sens que les mecs sont à bout de souffle et qu'ils vont quand même aller chercher la victoire. Donc ça, déjà, il y a ce petit supplément qui permet d'aller chercher la victoire et qui s'accroche au Bayern. Ça fait quelques années que c'est comme ça déjà. Ouais, mais là, sur cette saison, tu sens qu'ils essaient de s'accrocher au Bayern, qui devant est la machine à rouler avec la patte Nagelsmann qui se ressent et tout. Les mecs roulent sur tout le monde. Mais t'as Dortmund derrière qui reste quand même qu'à 6 points. Mais c'est carrément complètement différent dans le jeu. T'affrontes une équipe d'Hoffenheim qui est tombé à la 7ème place alors qu'ils étaient 4ème avant de commencer la journée. Tu perds encore Haaland qui est sorti sur blessure. Haaland c'est 14 matchs cette saison, il en a raté 10, donc ça va commencer à faire beaucoup. Si comme ça il commence à rater des matchs, etc., sachant que c'est ton atout numéro 1 dans ton équipe, ça peut coûter très cher. Après, c'était 2 équipes, qui sont Dortmund et Hoffenheim, qui sont en cruel manque de confiance parce que cette semaine, ils se sont fait sortir en groupe. Hoffenheim a perdu contre Freiburg, mais surtout Dortmund se fait sortir par St. Pauli, leader de Bundesliga 2. Donc, et puis une belle fessée en plus. Donc voilà, après, il y a des points positifs. Daniel Malen a fait un super match
parce qu'il fait 2 passes D et qu'il est à l'origine du 3e, c'est lui qui centre sur le but contre son camp. Du côté d'Offenheim, on a vu un très bon Jorginho Rutter qui est rentré pour remplacer Borgatlin. Oh, c'est dur à dire. Borgatlin. Oh, mais putain. Allez. Borgartner. Je vais y arriver. Donc, un très bon Jorginho Rutter qui a remplacé Borgartner, l'Autrichien, sorti parce qu'il avait des vertiges. Il est excellent, ce jeune. Il a beaucoup joué cette saison avec Offenheim. Il a que 19 ans. Et honnêtement, dans tous les aspects du jeu, que ce soit techniquement au milieu, sur ses prises de balles, de la tête, il a une super détente parce qu'il fait un peine 1m82, il me semble, mais il gagne tous les duels à la tête. Il gagnait contre Akanji, il gagnait contre Hummels, il gagnait. Donc c'était très impressionnant et c'est un super joueur à avoir joué. Kramaric a marqué son 60e but en Bundes, donc voilà pour les aspects positifs d'Offenheim. Mais encore une fois, Dortmund s'est fait dominer. Dortmund, sur les coups de pied arrêtés, c'est d'une faiblesse sans nom parce qu'ils perdent tous les duels sur coups de pied arrêtés. S'ils n'ont pas la barre et le poteau qui les sauvent, ils perdent 4-3. Donc ils ont pris déjà un petit coup au moral quand ils gagnent 1-0 et qu'ils se font égaliser à la 45e, quoi. C'est ça, mais surtout que Offenheim a manqué cruellement de réalisme devant. Alors il touche 2 fois le montant, certes, mais Dortmund a fait un super début de match. Les 15 premières minutes, il y a toujours énormément d'intensité dans les matchs du Borussia, où ils vont claquer le but à la 5e avec Haaland. Offenheim c'est complètement surprendre parce qu'ils sont endormis. Mais derrière, le problème c'est que c'est poussif, parce que tu te fais dominer, parce que tu subis beaucoup trop, et qu'il manque un leader qui fasse vraiment... qui ranime les troupes, qui dit les choses. Il avait Lukas Piszczek l'année dernière qui faisait ce rôle-là, mais même s'il jouait moins, il avait quand même ce rôle dans le vestiaire de leader, quoi, qui disait les choses, qui parlait, qui machin, sauf qu'il a pris sa retraite. Donc, et ils n'ont pas pu le remplacer. C'est pas Marc Reus qui va intégrer ce rôle-là, lui c'est plus le leader technique de l'équipe. Et le problème c'est que ça manque d'une tête d'affiche, d'un mec qui les anime un peu, parce que tu sens que des fois cette équipe elle est endormie, quoi. Merci les gars, et on finit le tour des championnats par la Serie A. Hellas Vérone s'est imposé 2-1 contre Bologne. Match nul dans tous les sens du terme entre Genoa et Udinese, 0-0. L'Inter s'est fait une frayeur contre Venise, mais a quand même remporté le match 2-1, notamment grâce à un but d'Edin Dzeko à la 90e minute. Les hommes d'Inzaghi sont donc toujours leaders du championnat. 0-0 entre la Lazio et l'Atalanta. Cagliari, la Fiorentina, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 1-1. Mauvais résultat pour la Fio qui aurait pu espérer la 6ème place en cas de victoire. Naples-Salernitana, sans surprise, Naples a explosé Salernitana 4-1 et prend donc la 2ème place de Serie A. La Spezia a défait la Sampdoria un petit but à 0, actuellement 14, et il s'éloigne de plus en plus de la zone de relégation. 1-1, score de parité au Stadio Olimpico di Torino. Vous aimez bien mon accent italien LV2 ? On a vu mieux, mais après il y a mon accent allemand, donc t'inquiète pas. Ouais, on t'en veut pas. Torino et Sassuolo n'ont pas pu se départager et restent donc dans le ventre mou du championnat. La Roma a détruit Empoli 4-2, je dis détruit parce qu'il prenait vraiment 4-0 en première mi-temps. Empoli a quand même sauvé l'honneur en inscrivant 2 buts en deuxième mi-temps sans conséquence. Et pour finir, l'AC Milan et la Juve se sont quittés sur un match nul 0-0. C'est un mauvais résultat pour les Milanais parce que leur adversaire direct, c'est plus simplement l'Inter à 53 points, mais c'est aussi Naples. Les rossoneri ont laissé trop de points en 2 journées. La semaine dernière, ils ont échoué contre la Spezia et là, c'est contre la Juve. Ça peut leur coûter très cher en fin de saison. Nathan, est-ce que tu es du même avis que moi ? Malheureusement, c'est un peu prévisible pour le Milan, que ça s'écroule un petit peu, qu'il y ait des périodes un peu plus faibles pendant que l'Inter lui continue de rouler. Ils sont perdus à la 2ème place au profit de Naples. Ça rajoute un contender dans la course au titre. Maintenant sur le match, il y a clairement rien, il y a des choses à garder quand même parce que ils ont réussi à dominer. Ils perdent Zlatan sur blessure, donc à voir combien de temps il sera absent. Malheureusement, il manque de réalisme parce que ils ont les occasions pendant le match et ils pouvaient tuer le match à tout moment et ils n'ont pas réussi à le faire parce que derrière la Juve, c'est une catastrophe. Parce que, et surtout sur les choix d'Allegri que je comprends pas vraiment, tu laisses un Luca Pellegrini sur le banc. Alors pour mettre Alexandro qui fait le strict minimum, qui est vraiment pas bon, alors que tu as un Luca Pellegrini qui offensivement amènera plus de percussions, amènera plus de choses. Tu mets Betancourt sur le terrain qui honnêtement ne sert à rien sur ce match-là et ça bride totalement le Manuele Locatelli qui
qui est obligé de compenser, et donc qui offensivement peut moins se projeter, et on sait que Locatelli offensivement ça peut apporter des choses. Donc c'est bien mieux quand t'as Arthur et Locatelli qui sont alignés tous les deux, parce que t'as Arthur qui peut effectuer ce rôle de plaque tournante, de distributeur, etc. Et donc qui peut permettre à Locatelli de se projeter, qui amène vraiment un plus offensivement. Et tu peux pas te reposer sur les épaules de Dybala tout le match, quoi, parce qu'il a pas été super. Et surtout Morata devant, wow, c'est le vide. C'est le vide, et tu sens que l'absence de Chiesa fait très très mal, parce qu'offensivement c'est compliqué. Et la Juve, il y a plein de choses comme ça, et les shots d'Allegri sont pas forcément hyper compréhensibles. Donc on verra pour la suite pour la Juve. C'est carrément un nul qui arrange personne, parce que la Juve est dans la course à Ligue des Champions, Milan est dans la course au titre. Ils perdent tous les deux des points précieux. Donc, mais je pense que la Juve s'en sort beaucoup mieux que le Milan quand tu vois le match. Non, pour le Milan, voilà, il va falloir regagner très vite, parce que un point de match c'est pas beaucoup. Et surtout, début février, tu as un match contre l'Inter qui là va être vraiment capital. Et si tu perds ce match contre l'Inter, tu peux dire adieu au titre. Parce que là, ils sont à égalité de points avec Naples à 49 points, si je me trompe pas. Et t'as l'Inter qui a 53 points et premier. Nelson, tu veux peut-être rajouter quelque chose Ouais, le Milan à avoir joué, c'est pas mal, tu vois, mais ça manque de régularité, quoi. L'Inter est beaucoup plus constant, a plus d'expérience, j'ai l'impression aussi. C'est mieux gérer ses matchs. Et c'est mieux gérer en tout cas cette course au titre. Alors comme l'a dit Nathan, ils vont avoir un match hyper capital entre les deux Milan, à voir qui en ressort vainqueur et à qui ça va donner de l'avantage, mais c'est vrai que ça sera vraiment un tournant du championnat, quoi, c'est sûr et certain. Bon, merci les gars. Et avant de partir pour la CAN, nouvelle pause musicale avec cette fois-ci Love Nwantiti de CK. Baby, my Valentine. Can I you to make you a temperature days? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Never did it back at this feel. Open up, make us feel. Yeah, my love, one thing. Make a bad man sing. I go spend for your head. Talk all they want, I don't care what they say, cause your matter. Now in my con they carry for my head every night. Now you I want they carry to my bed, oh no no. Don't tell me no no no. You can be my partner, never ride it solo though. And we got no one lucky, no need to party, whoa. I'm feeling what you're doing, oh yeah baby, gotta go. Your body they back on me, see, open up, make I see, now you where they got my fancy. They do me, I get party, oh no 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 no. They call me, I want to go, but you got me coming. Why should I be coming early in the morning? Oh yeah, shake it, make it spend my money. Call me Mr. Bean, I go make you honey. Hey, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city. Don't need to make a look pity. You won't make a sing to me before you go see me. Fine girl, you know your body bad. Same body back can make you shake it for Ghana. Here, dancing for me, baby, pana. Come and give me show. Rockstar.
Et oui, comme chaque semaine, on se retrouve pour le débrief de cette Coupe d'Afrique des Nations, une semaine de Coupe d'Afrique encore très chargée sur et en dehors du terrain. Les phases de poule sont terminées et la moitié des huitièmes de finale ont déjà été joués. Mais avant de parler terrain, un drame a été vécu hier lors du match entre le Cameroun et les Comores au stade d'Olembe de Yaoundé. Dans l'avant-match, une grave bousculade dans laquelle 8 décès sont à déplorer, ainsi qu'une cinquantaine de blessés selon le rapport d'un ministère que s'est procuré l'AFP. Le commentateur de la télé comorienne se trouvait sur place au moment de l'accident. Il raconte à l'agence AP « Je me suis retrouvé près du portail, mais du bon côté. » C'est alors qu'un jeune de la sécurité a ouvert une des portes, mais quelqu'un de la sécurité lui a dit de ne pas le faire, mais c'était trop tard. Et c'est là que la personne a ouvert complètement la deuxième porte du portail, et tout le monde s'est précipité. Et d'un coup, c'est tombé de partout, avec des femmes, des jeunes, et ça criait, ça pleurait. Les gens tombaient les uns sur les autres, c'était impressionnant car on n'imagine pas ça dans un stade de foot. Une tragédie pour le football africain, la CAF a décidé d'ouvrir une enquête pour en apprendre un peu plus sur les causes de l'incident. Pour revenir au terrain, les derniers matchs de poule se sont achevés. La grosse surprise, c'est l'élimination de l'Algérie. Tenante du titre et l'équipe de Djamel Belhamadi se sont inclinés 3-1 face à la Côte d'Ivoire. Un gros coup dur pour les Fennecs. On écoute le sélectionneur en conférence de presse. On ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. On aurait pu régler ça en famille, mais apparemment vous voulez parler de ça ici. Vous n'avez pas les tenants, les aboutissants. Quand vous dites vous lui avez donné des vacances. C'est faux, vous ne savez pas ce qu'il en est. En temps et en heure, peut-être on en parlera, mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit, le bon moment. Sbor Chouia, Khoya, et va pas pointer déjà ton joueur qui vous a fait tant de bonheur, qui vous a donné tant de bonheur, et qu'aujourd'hui, là où ça va mal, commencer à pointer du doigt ou lui ou moi. L'Algérie pour qui l'année ne fait que commencer. Les vainqueurs de la CAN 2019 vont devoir vite se reconcentrer pour jouer en mars et les qualifications de la Coupe du Monde face au Cameroun dans un choc. Les autres affiches de ces qualifications ont été tirées la semaine passée. On retrouvera le Mali qui affrontera la Tunisie, le Maroc jouera contre la République démocratique du Congo tandis que l'Égypte fera face au Sénégal. Dans une ultime affiche, le Ghana affrontera le Nigeria. Les huitièmes de finale ont débuté ce dimanche. En ouverture de ces phases finales, le Burkina Faso est venu à bout du Gabon en s'imposant 7-6 au tir au but. Les coéquipiers de Bertrand Traoré retrouveront la Tunisie en quart qui, elle, s'est défaite du Nigeria. Hier, en début de soirée, la Gambie continue son rêve en éliminant la Guinée et affrontera le Cameroun au prochain tour. Petite anecdote, aucun des 4 premiers huitièmes de finale ne s'est fini à 11 contre 11. Au moins un carton rouge a été distribué durant chaque match. L'exploit de la semaine revient aux Comores. En proie à des cas de Covid, les joueurs d'Amir Abdou ont dû évoluer face au Cameroun avec un joueur de champ dans les buts. Chaker Aladour, défenseur d'Ajaccio, a dû mettre les gants hier. Le joueur de 30 ans a pu réaliser quelques exploits pour maintenir les espoirs de son équipe. Mais voilà, ce qui a fait débat, c'est le traitement de la sélection comorienne. En effet, le protocole a été changé le jour du match. Auparavant, un joueur testé positif devait s'isoler et être testé 48 heures après. Si le test était négatif, il pouvait sortir de l'isolement et devait faire un test cardiaque avant le match. Mais hier à 17h, le protocole a donc changé. Il faut désormais 5 jours de confinement pour tout cas positif. Il n'est plus possible de réintégrer l'équipe malgré un test négatif 48 heures après. Pour en rajouter au malheur des Comoriens, le gardien Ali Amada a donc été interdit de pénétrer dans l'enceinte du stade et les joueurs ont dû se changer dans le bus avant le match. Au bout de 6 minutes, ils ont même été réduits à 10 après l'expulsion de leur capitaine Najim Abdou. Malgré ça, les Comores se sont battus jusqu'au bout et n'ont pas à rougir de leur performance pour la première CAN de leur histoire. Voilà, le récap CAN c'est déjà fini pour cette semaine et c'est déjà pas mal. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations et les premières affiches des quarts de finale. Merci Nathan, et on finit cette émission par le petit quiz de la semaine qui cette fois a été soigneusement préparé par Nelson. Yes, c'est à mon tour après avoir gagné les 2 précédentes éditions. C'est à moi de... Après la première un peu volée. Non, faut dire ce qui est. On retient pas le résultat. J'espère que l'arbitre sera impartial aujourd'hui. Mais oui, bien évidemment, on connaît Stéphanie Frappard. Du coup, voilà. Bon, j'ai préparé 8 questions et une question bonus si jamais vous n'arrivez pas à vous départager. Non, t'inquiète pas. Elle sera pour Nathan celle-là. Ok, ça marche. Est-ce que vous êtes prêts déjà ? Ouais, toujours. Okay, ça marche. Allez, je commence. Question, citez-moi le lieu et le vainqueur des 3 dernières éditions de la Coupe du Monde. Est-ce que vous voulez les dates ou vous les avez en tête ? Le lieu des Coupes du Monde. Le lieu des Coupes du Monde et le vainqueur. Eh ben, France-Russie. Vas-y. Allemagne-Brésil.
Ok. Et Espagne, Afrique du Sud. Bien joué. 1 point pour Nathan. Franchement, ça commence pas mal. Hein. Il y a parti, du répondant. C'est le temps que la consigne monte au cerveau en fait. C'est surtout ça. Alors, deuxième question. Question de rapidité. Fraîchement qualifiée, quelle équipe affronte la Tunisie en quart de finale de la CAN? Oh merde, j'ai qualif qui m'ont gêné. Si je dis le Mali, c'est faux parce que c'est en qualif. La Tunisie a gagné hier contre le Cameroun. C'est fou parce que j'ai regardé le match et que j'ai quand même oublié l'équipe. Putain, la question de rapidité, je me suis gouré en fait. Le Maroc. Non, mais attends. Totalement faux. Mais j'ai vu le match hier. Et non. C'est affolant. Nigeria. Faux. La Tunisie. Oui. Ils ont pas sorti de Nigeria hier. Non, mais contre qui ils affrontent? En quart de finale. Oui. Je n'ai même pas compris. Le Burkina Faso, pardon. Oui, voilà. En fait, je n'ai pas compris la question. C'est quand même affolant. Tu veux que je la répète? C'est ça le pire. Non, mais ça fait 2-0 pour Nathan. Là, je cherchais quand même quand ils ont joué en 8ème que j'ai vu le match hier, quoi. Donc c'est ça qui est pire, je pense. Pendant que toi tu cherchais, lui il a pas compris la question. J'ai compris la question. Mais lui il aime pas le foot, hein. Mais bon, je suis pas là. Moi je viens pour l'émission d'après sur le rugby, moi. La pétanque. Ah, d'accord. Alors, troisième question, c'est une biographie. Je vais vous citer en résumé la vie de quelqu'un en rapport avec le foot. Il faut me donner son nom. Je suis né le 20 juillet 1993 en France, à Meaux. Je suis international français et je fais malheureusement l'actualité en ce moment. Passé par de grands clubs, je me suis formé à Lille avant de jouer pour le PSG, l'AS Roma et Barcelone. J'ai voulu... Dembélé Non, faux. Mais non, il peut passer par Roma, qu'est-ce que je raconte? 93, t'as dit? Oui. J'évolue depuis 2018 en première ligue au poste de latéral gauche. Qui suis-je? Lucas Digne? Ouais. Ah, il est fort. Bien joué. Je l'ai vu tout à l'heure en plus passer l'actualité. Bien joué. Qu'est-ce qui se Il passe? a pris une bouteille ce week-end. Il a pris une bouteille. Et il a fait une super passe D. Encore il tire très bien les corners. En fait, c'est pas la bouteille. C'est pas la bouteille, c'est la passe D. La passe D. Ouais, moi j'ai mis malheureusement l'actualité parce que, encore une fois, ce qui est pas en rapport avec le foot. Mais latéral qui est un peu sous-côté, je trouve. Qui fait son petit bonhomme de choix en première ligue et qui a fait un bon match ce week-end. Avec, mais surtout, il a changé de club et tout, c'est pas facile de s'habituer. 30 millions, hein. Ouais. Donc, et puis il revenait à Everton surtout, et il a fait un très bon match ce week-end. Donc voilà. Bonne réponse pour Baptiste, du coup c'était Lucas Digne. 2-1. Je ferai pas Fanny. Là, ça sera chacun votre tour, mais je vais vous indiquer. Petit retour en arrière douloureux. Citez-moi chacun votre tour un des 23 joueurs figurant dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2006. Je vais me tromper sur le deuxième, moi déjà. Attends, vas-y. Je te laisse commencer, Baptiste. Vas-y, répète. Quelle belle Coupe du Monde, putain. Citez-moi chacun votre tour un des 23 joueurs de l'équipe de France pour l'édition 2006 de la Coupe du Monde. Ribéry. Oui. Zidane. Oui. Ah, la Coupe du Monde 2006 quand même. Sur le terrain, tu regardes la photo d'équipe, t'as 11 chauves, mon gars. 11 paires de boules. Et ça défonce le Brésil, tu vois. Genre. Lloris. 2006, t'es sérieux? Il est pas né, quoi. Je suis un fils de pute. Tiens, regarde, deuxième, j'ai dit. C'est catastrophique. Les gardiens, c'est Barthez. Oui. Et attends, après, si t'as pas coupé. Coupé. Et le troisième, c'est. Le troisième, je pourrais pas dire, mais j'avais les deux premiers, comme Steve Lloris, quoi. C'est en Ligue 1 aussi, le troisième. J'hésite. Attends, qui est le troisième? Oula. 2006. Attends. Parce que Bernard Lama 98. Ulrich Ramé, c'est le troisième gardien en 2000. Et donc 2002. 46. Oh, je sais plus. Landreau. Ah putain, c'est vrai que c'est Landreau. Bon, on continue ou t'as perdu? Oui, il a perdu. Bon. Oui, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu. Bon, pour finir la liste, Jean-Alain Boumsong, Eric Abidal, William Gallas, Michael Sylvestre, Lilian Thuram. Quand même, il y en avait plein. Oui, mais Gaël JV, Willy Sagnol. C'était la Bundesliga, j'ai dit le Bayern, je crois. Leverkusen. Ouais, je sais plus pourquoi. Troisième nom. Et puis Lucas à la finale Ligue des Champions. Ouais, Lucas, tu vois, je stresse sur ce genre de trucs. Pascal Chibondas. Ça, c'était la grosse surprise, je me rappelle de ce truc. Ils avaient annoncé Chibonda, tout le monde s'est regardé. Patrick Vieira, Claude Makelele, Florent Malouda, Vikash Dorasso, Sidney Govou, Zidane, Alou Diarra, Franck Ribéry, Sylvain Wiltord, Thierry Henry, Louis Saha, David Trezeguet. Il y a eu un blessé malheureusement, je me rappelle, en match de préparation, Djibril Cissé.
Et oui, et David Trezeguet qui rate le penalty à la finale d'ailleurs. Oui, malheureusement. Cette terrible finale. Question suivante. Du coup, on fait un récap. Ça fait 3-1 pour Nathan. Alors, on reste en bleu encore pour la question suivante. Pouvez-vous me citer le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France ? Plus 1 point si vous avez le nombre de buts pour chacun. Giroud. Dans l'ordre, tu dis là ? Moi, j'ai... Attends, je cherche Giroud, c'est 42 ? Non. Mais il est pas premier, Giroud. Bah, c'est Henry, T'as 52. Henry. Ouais. Henry, mais pas 52. 51. Ouais. Ensuite, t'as Giroud. Oui. Et ensuite, t'as Zidane. Non. Platini. Non. Qui troisième ? Attends, c'est affolant. C'est Griezmann qui est troisième du coup maintenant ? Griezmann troisième. C'est ça. Et c'était combien, Giroud ? Donc Thierry Henry 51. Combien ? 46 46 et Griezmann 42. C'est ça. C'est ça. Bon, bah, le point, il est pour Nathan, là. Là, bon, après, vous avez pas vraiment tout bien répondu, mais ça non, va. mais j'avais complètement oublié Griezmann. Hein. Ouais, Nathan est plus près de la réponse, donc je t'accorde pas 2 points, mais 1 point. Allez, c'est sympa. Ça fait 4-1. Alors maintenant, question de rapidité. Quelle nation s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en 8ème de finale de la CAN ? Les Comores. Bien joué. Alors là, rapidité au max. Hein. Et surtout que... Heureusement qu'on laisse la canne à Nathan. Hein. Ils sont en pleine actualité par rapport au cas de Covid et il y a quand même des beaux scandales j'ai vu. côté de la CAN. C'est même merveilleux. Pas dans le stade, le pauvre. La prochaine question, on retourne dans les énigmes, les biographies. Qui suis-je ? Je suis né en Argentine, à Buenos Aires, en 1959. Évoluant au poste d'attaquant, je fais la majeure partie de ma carrière en France, notamment à Tours, au PSG ou encore à Monaco. Suite à ma carrière sportive, je deviens consultant sportif pour les chaînes argentines, mais je fais vite mon apparition sur le réseau français. Connu pour mon accent et mes paroles sans langue de bois, je commande désormais dans les plus grandes compétitions, dont la Liga et la Coupe du Monde. Omar da Fonseca ? Mais oui. Bien joué. C'est notre générique en plus. Bien joué. Mais oui, c'est le petit clin d'œil. Tout à l'heure, je le cherchais. Bien joué. Omar. Cool. Ça fait combien ? Ça fait 5-1 quoi. 5-1, ouais. C'est cool 5-1. C'est pas Fagno. Hein. Bon, du coup, la question bonus, je vais peut-être la poser, mais oui. on en a une dernière avant la bonus. C'était voilà. Donc là, vous devrez me citer chacun votre tour. Allez, j'ai perdu. Mais non, quand même, c'est dans l'actualité aussi. Chacun votre tour. Tous les clubs où Hatem Ben Arfa a évolué, national ou étranger. Ok. Baptiste, vas-y, je te le laisse. Paris, c'est bon. Lille, du coup. Lille, c'est bon. Rennes. Rennes, c'est bon, pardon. Bordeaux, c'est bon. Newcastle. C'est bon. Marseille. C'est bon. Et là, c'est là que ça se complique parce que tous les clubs français, ils sont passés. Ah, il en manque pas ? Non. T'as dit Ligue 1 ou étranger. Je pense que j'en ai un en étranger, mais je suis pas du tout sûr. Mais vas-y. Je me demande s'il est pas du côté de la Turquie. Enfin, non. Tente, hein. Est-ce qu'il aurait fait un autre truc en première ligue Qui pourrait y avoir en première ligue Je sais pas, je te dis Trabzonspor en Turquie. Il est pas du tout allé en Turquie. Je pense. Mais on a dit Lyon ? Ah merde, Lyon, même pas Lyon. Ouais, donc voilà, super le il y avait et du coup il y avait Hull City. Ouais. Ah oui. Et Valladolid. C'est ça. Parfait. Valladolid, j'avais pas. Valladolid, non plus. Je l'avais pas avant de rechercher. Bah si, je me rappelle, il y avait sa conférence de presse où il avait pris le je sais plus quel numéro 3, je crois. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est n'importe quoi. Il a dû faire quoi, 3 matchs là-bas ? Ah bah oui, comme son numéro dans le dos. Ouais. Bon, du coup, les récaps des scores. Ouais. 6-1. C'est une fin d'émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais avoir la question de bonus comme pour l'effort de l'avoir faite. Quand même. T'as vraiment cru qu'on aurait pu avoir une égalité quand même. C'est sa 3ème défaite consécutive. Hein. Il s'agirait de se renseigner sur le football, monsieur, quand même. Ouais, du coup, petite question bonus. Alors, combien de Ligue des Champions a remporté le FC Barcelone ? 6. 5 ? Oui. Ouais. Ici, c'est le Bayern. Bonsoir. Oh putain, c'est incroyable. Alors, du coup, en 1992, 2006, 2009, 2011 et 2015. Je suis là, moi. Tu veux pas on fasse le quiz sur une feuille, genre ? Bah ouais, après ça s'appelle un baccalauréat, quoi. Ouais, c'est chiant. Tu files internet aussi.
Bon ben voilà, c'est encore une victoire écrasante de la part de Nathan. Écrasante? Non, il y a 5-4. 7-1. 5-4. 7-1. 5-4. C'est du tennis. Tu peux lire plein Open d'Australie, moi ça fait plaisir. On salue Alizé Cornet qui est en quart de finale. Après, au aussi. tennis, il n'y a pas 7-1, tu vois. C'est un pas possible. c'est un petit Brésil-Allemagne quoi. Ouais, aussi. Je suis l'Allemagne, oui. C'est ça? Parfait. T'inquiète. Pas trop. Ouais, t'as pas l'accent allemand quoi. Ah Bon, finir l'émission là-dessus. Et heureusement que la semaine prochaine t'es pas là, ça t'évitera de perdre. Hein. Ah oui, c'est vrai, la semaine prochaine je ne suis pas là. Et du coup, c'est Nathan qui animera cette émission avec Nelson. Ouais. Donc, Et en plus, il y a un programme très chargé vu qu'il y a de la Coupe de France, Mais de la parfait, Coupe d'Afrique ça. des Nations, et c'est tout. Parfait. Voilà, donc on va se régaler. On en aura plus pour nous. On fera un quiz de 40 questions. Incroyable. C'est génial. Micro-trottoir. Bon, c'est ici que l'émission s'achève. J'espère que l'émission vous a plu, même si j'ai pris une dérouillée monumentale. Dans 2 semaines, je reviens. Je bouffe un dictionnaire de football. Ah mais non, c'est moi qui fais les questions dans 2 semaines. Oh merde. Mais merde. Et bah dans 3 semaines, j'ai le temps de bouffer 4 dictionnaires, des world records, des Guinness, tout ce qu'il faut. Et je bats tout le monde. Tout le monde. Ok, on verra Genre, ça, je vous hein. fais Fanny, genre. On verra ça. Après, je posterai une vidéo de vous qui passe sous la table de la radio. D'accord. Parce que vous avez fait Fanny et que je suis trop fort. Oui, ça marche. Non, mais là, c'est juste que je vous laisse un petit peu d'avance, tu vois. Alors, on peut convaincu. Bon, j'espère que l'émission vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Nathan et Nelson pour une nouvelle émission. À bientôt. À la semaine prochaine. Plus, ciao. On a le dîner, machin chouette, rien à foutre. Il va venir lui faire